Salut les gamers et bienvenue dans cette rétrospective d'une série si chère à mon cœur, les Crash Bandicoot. Ah, Crash Bandicoot. Ma toute première expérience vidéoludique, mon tout premier jeu, et aussi ma toute première déception. Sérieusement, comment l'ancienne mascotte de Sony a-t-elle pu autant se vautrer? C'est justement à ça que va répondre cette rétrospective en plusieurs parties. Mais pour l'instant, concentrons-nous sur les années d'or de la Tornador. L'histoire de Crash Bandicoot commence en 1994. Le duo de Naughty Dog, composé de Jason Rubin et Dandy Gavin, présente leur nouveau jeu au vice-président d'Universal Interactive Studios, Way of a Warrior. Ce dernier propose alors un contrat pour le développement de 3 autres jeux. À l'été de cette année, le duo plus leur nouvel employé déménagèrent leur logo à Los Angeles. Pendant ce voyage, Rubin et Gavin étudiaient le jeu vidéo de l'époque et remarquèrent que le jeu de course, de tir et de combat avait commencé leur transition vers la 3e dimension. Sentant le filon, ils se penchèrent sur l'idée de donner une nouvelle perspective à leur genre de jeu vidéo préféré, la plateforme. Se basant sur Sonic the Hedgehog, ils se dirent qu'en 3D, le joueur ne verrait plus le personnage de profil, mais de dos. Ils surnommèrent donc leur projet The Sonic's Ass Game. Après avoir fini leur déménagement dans les locaux d'Universal, Naughty Dog présenta le concept du Sonic's Ass Game au président d'Universal. Celui-ci approuve entièrement l'idée du projet et commence alors à débattre avec les développeurs pour savoir sur quelle console ce jeu va être produit. La 3DO Interactive Multiplayer, la Jaguar, la 32X et la Saturn furent mises à l'écart car elles ne se vendaient pas assez et leur unité de développement était maladroite. Quant à la Nintendo 64, le support cartouche était jugé comme trop cher. Ils se tournèrent alors vers la PlayStation de Sony avec l'idée de créer sa mascotte. Le développement de Crash Bandicoot commença alors, et la première étape fut la création du personnage. Naughty Dog s'est inspiré de la conception de Taz et Sonic par Warner Bros et Sega. Ils voulaient créer leur personnage en se basant sur un animal réel, mignon, mais peu connu. L'équipe acheta un guide sur les animaux de Tasmanie et sélectionnèrent le Wombat, le Potoroo et le Bandicoot. Le personnage prit alors le nom temporaire de Willy the Wombat, temporaire car l'équipe le trouvait ringard et était de plus déjà utilisé par un personnage de Tasmania. Le Bandicoot fut finalement choisi et le Potoroo fut réutilisé pour la création d'un autre personnage. Quant au Wombat, il est devenu un simple code de triche hyper cheaté dans la vengeance de Cortex. Toutefois, le Bandicoot s'appelle toujours Willy the Wombat. Ensuite, il est décidé que le personnage sera muet, car l'équipe considère que les voix des personnages de plateforme sont éloignées de l'identification que l'on devrait avoir d'eux. Lors de la conception du héros du jeu, Naughty Dog réalisa des croquis du personnage avec 20 attitudes différentes afin que celui-ci ait une histoire et des sentiments, éléments qui, selon eux, n'existent pas chez Mario et Sonic. Au départ, le héros est un personnage bête et gros avec de grands yeux, puis un personnage grand et laid avec une crête avant qu'on lui mette un bandeau. Au bout de 2 mois de travail, Willy obtient son design définitif. L'histoire de l'antagoniste du jeu semble se passer sur quelques heures. L'équipe mangeait dans un restaurant italien médiocre près des studios d'Universal. Andy imaginait un génie du mal diabolique avec une grosse tête dont sa personnalité était personnifiée par ses sbires et son attitude. Jason ajouta au personnage un cerveau plus maléfique en référence au dessin animé Minus et Cortex dont il était fan, ainsi que des sbires effacés comme ceux du film Qui veut la peau de Roger Rabbit. Presque spontanément, Andy laissa sortir un « Si vous partagiez 3 neurones, vous ne feriez même pas un triangle » avec une voix idiote et méchante afin de décrire l'attitude et la personnalité du personnage. Le nom de Dr Neocortex est proposé instantanément. Avec l'aide de 2 animateurs, Naughty Dog créa les autres personnages et les décors. Le Bandicoot étant Tasmania, il décidait que le jeu se déroulerait sur une île mystérieuse avec des environnements variés dans l'idée que ce serait la forteresse d'un génie du mal. Pearson souhaitait des formes organiques pour en mettre plein la vue aux mirettes du joueur à une époque où les lignes droites et les angles à 90 degrés étaient légion. L'équipe commença à préparer le jeu pour la démonstration à l'E3 de 1996 et trouvèrent enfin le nom du Bandicoot, Crash. Ce nom vient de l'obsession du marsupial à casser des caisses. Le patronyme Dash, Smash et Bash furent également proposés. Seulement, le directeur commercial d'Universal insista pour que le personnage s'appelle Wuzzle, Wez ou Wesley the Wombat, ou encore Otzi the Otzel.
D'ailleurs, ce patronyme ne tomba pas dans l'oreille d'un sourd pour une éventuelle nouvelle série. C'est toutefois le nom de Crash Bandicoot qui fut gardé après que Naughty Dog ait menacé de quitter la production. Tawna, la petite amie de Crash, a vu son design changer également à cause du directeur commercial, qui l'a trouvée trop provocante pour un jeu familial. Les déboires avec Universal ne s'arrêtent pourtant pas là. En plus de ne pas autoriser les développeurs à venir à l'E3, l'éditeur ne prend même pas la peine d'insérer le logo de Naughty Dog sur le couvert temporaire de la boîte du jeu, ainsi que sur les documents de presse de l'expo, violant ainsi le contrat entre Universal et Naughty Dog. En réponse à la provocation de ceux-ci, Jason Rubin rédigea et imprima un document affirmant que Naughty Dog est le créateur et développeur de Crash Bandicoot. Et comme pour enfoncer le clou, une copie fut envoyée à la direction d'Universal, ce qui rendit furieux son président. Mais il l'avait bien cherché. Crash Bandicoot fut présenté et fit l'objet de réactions enthousiastes. Et notamment celle d'un certain Shigeru Miyamoto. Si ça pète pas la classe. Le jeu sort finalement sur PlayStation le 31 août 1996 aux États-Unis. 2 secondes. On reprend. L'histoire commence lors d'une nuit calme sur l'archipel des îles Wumpa, au sud-est de l'Australie. Sur cet archipel se cache l'infâme docteur Néocortex qui veut dominer le monde avec une armée d'animaux mutés grâce à son rayon Evolvo. L'expérience de ce soir était la mutation d'un petit Bandicoot fraîchement capturé. Mais alors que son assistant le passait dans le Cortex Vortex afin de lui faire un lavage de cerveau, l'expérience échoua et le Bandicoot s'échappa. Il se réveille au petit matin et réalise que sa petite copine est toujours entre les griffes de Cortex. Pour la sauver, Crash devra explorer les 3 îles de l'archipel avant d'affronter son créateur. Premièrement, le jeu est beau et pousse la PlayStation dans ses derniers retranchements. Le gameplay est addictif et rapide comme à Donkey Kong Country, mais d'une nouvelle perspective. Crash se manie très facilement et les contrôles sont aussi simples qu'un bon vieux jeu de plateforme en 2D. La croix directionnelle pour se déplacer, un bouton pour sauter et un bouton pour attaquer. Crash Bandicoot se différencie de ses concurrents qui n'ont pas connu le succès en proposant un gameplay varié, par exemple en chevauchant un sanglier, ou bien en essayant d'échapper à un rocher géant, certainement un cousin de celui des aventuriers de l'Arche perdue. Pour réparer des caisses, devenues emblèmes de la série depuis, elles existent uniquement pour rendre les niveaux moins vides. Il y en a plusieurs sortes et chacune a un effet différent. Certaines explosent, d'autres font rebondir et d'autres donnent un checkpoint, des free Wumpa, des vies ou bien un masque Aku Aku. Ces masques servent de point de vie à Crash et on a bien besoin tellement ce jeu offre du challenge. En collectant 3, il devient invincible pendant quelques secondes. Le jeu est un véritable succès. Les critiques furent assez bonnes et il s'est vendu à 6,82 millions d'exemplaires à travers le monde. Et ce, malgré la concurrence de Super Mario 64. Et c'est pas fini. Au Japon, il s'est vendu à près d'1 million d'exemplaires. Et ça, aucun autre jeu occidental n'avait réussi à le faire. Il dépassait à peine la barre des 500 000 exemplaires. En même temps, les Japonais ont leur Crash bien à eux. Andy Gavin a étudié l'univers japonais pendant un mois pour que la branche japonaise de Sony publie le jeu. Le problème est que le design de Crash est trop agressif pour les japonais. Gavin demanda donc à l'artiste responsable des rendus de donner une grosse bouche souriante, de remplacer ses yeux par des points à la Pac-Man et de donner des plus petits pics pour sa chevelure. Après avoir présenté ce redesign, Sony Computer Entertainment Japan accepte de distribuer le jeu au Japon. Et d'ailleurs, Crash sera plus populaire au Japon que dans le reste du monde et en produit plus de produits dérivés là-bas. Ils iront même jusqu'à créer la fameuse danse de Crash et à vendre sa chorégraphie sur VHS. Ils sont fous ces japonais. Face à ce succès, il était certain que Naughty Dog remette le couvert pour un second épisode. Son développement commença en octobre 1996 et durera 13 mois. Pour la seconde aventure de Crash, Andy Gavin programma un nouveau moteur de jeu, le Goo 2. Celui-ci est 3 fois plus rapide que le moteur de Crash Bandicoot premier du nom, et il permet d'afficher 10 fois plus d'animations et 2 fois plus de polygones.
De ce fait, Crash gagna quelques polygones et des animations plus riches furent réalisées. Le jeu est présenté à l'E3 de 1997 sous le nom de Crash Bandicoot 2. Cortex Strikes Back. Il sortira le 31 octobre 1997 aux USA sur PlayStation. L'histoire reprend directement là où s'était arrêtée celle de Crash Bandicoot. Le docteur Cortex est vaincu et atterrit dans une caverne où il trouve un cristal. Il réalise alors que les cristaux peuvent lui servir à conquérir le monde. Il s'allie alors avec le docteur Engine, un scientifique ayant un missile nucléaire logé dans sa tête menaçant d'exploser s'il s'énerve. Il serait en fait à l'image de Jason Robin qui souffre de migraines chroniques. Un an plus tard, un Cortex Vortex géant est construit afin de pouvoir contrôler tous les esprits de la Terre. Mais pour cela, il a besoin des 25 cristaux restants à la surface de la planète. À cause d'un manque d'effectifs volontaires, Et j'ose humblement rappeler à son éminence qu'elle a malencontreusement mis à mort les quelques agents terriens qui nous restaient. il a besoin d'un ennemi. Pendant ce temps, sur Terre, Crash est occupé à dormir, tandis que sa sœur, Coco, lui demande d'aller lui chercher une batterie pour son ordinateur. Crash est alors kidnappé par Cortex, lui demandant de récupérer les cristaux pour sauver le monde. Ce deuxième épisode est une amélioration par rapport à son prédécesseur. Grâce au nouveau moteur, les décors ont plus de détails et les modèles 3D sont mieux définis et animés. En parlant d'animation, les scènes de mort de Crash ont été variées, elles sont tellement dans l'esprit cartoon. Crash possède une nouvelle panoplie de mouvements qui lui permettent de s'accroupir ou encore de faire un body slam. Ces nouveaux mouvements sont parfaitement intégrés au gameplay, avec l'apparition de nouveaux ennemis et obstacles forçant le joueur à utiliser ces nouvelles techniques. La progression du joueur est également modifiée. Il peut maintenant choisir dans quel ordre il va faire les 5 niveaux avant d'aller dans la prochaine salle. Cela donne une impression de liberté que le joueur n'avait pas dans Crash Bandicoot. Ce deuxième épisode reçut de meilleures réponses de la part de la critique et du public, se rendant à plus de 7,5 millions d'exemplaires, atteignant même 1,3 million au Japon. À ce jour, il s'agit du 5e jeu PlayStation le plus vendu de tous les temps, et l'opus le plus vendu de la série des Crash Bandicoot. En janvier 1998, une suite fut mise en chantier. Andy Gavin ainsi que 2 autres concepteurs ont développé 3 nouveaux moteurs pour le jeu. 2 d'entre eux sont en vrai 3D pour permettre le pilotage d'un jet ski et d'un avion, tandis que le troisième est un simulateur de conduite. Ces 3 moteurs prennent un tiers de la mémoire totale du jeu. Les designers de Naughty Dog pensaient que l'archipel de l'île Wumpa a été visité en long et en large, et voulaient trouver une raison pour aller au-delà de l'Océanie. C'est alors qu'ils eurent l'idée du voyage dans le temps, offrant une structure et une palette de couleurs différentes d'une période à une autre. Le jeu est présenté à l'E3 de 1998 sous le nom de Crash Bandicoot 4. et sort ensuite sur PlayStation le 31 octobre 1998 aux USA. Après que Nitrous Brio ait détruit le Cortex Vortex, des débris s'écrasèrent sur Terre et libérèrent Uka Uka, le jumeau maléfique d'Aku Aku, et également la seule chose que Cortex craint. C'est d'ailleurs pour ça qu'il a été créé. Celui-ci réprimande fortement Cortex pour avoir échoué par 2 fois, et informe que les cristaux n'existent dorénavant plus aujourd'hui. Pour régler ce problème, il demanda au docteur Entropy, le maître du temps, de créer la chronotornade afin d'aller pouvoir les récupérer dans leur espace-temps originel. Aku Aku téléport donc Crash et Coco à la machine afin de les obtenir avant Uka Uka. Bonne chance. Même si la recette est la même que pour le second épisode, le jeu est encore plus travaillé que celui-ci. Le thème du voyage en temps offre des environnements variés et uniques comme le Moyen-Âge, les Mille et une nuits, l'Égypte antique, l'Atlantide, la Grande Muraille de Chine, la préhistoire, les courses des années 50, les biplans de la Première Guerre mondiale, les pirates et même le futur. Les niveaux sont encore plus grands et détaillés, comme ceux des courses en moto avec les stations essence et les diners. Crash a dorénavant une ombre avec sa silhouette au lieu d'un pauvre disque. Ceci est dû au fait que Sony Computer Entertainment America en avait assez de ce disque ridicule. Il possède aussi de nouveaux mouvements qu'il obtient en vainquant les boss comme le double saut ou encore la tornade de la mort. Cela permet d'accroître de façon logique la difficulté au fur et à mesure sans que le joueur s'en rende forcément compte. Mais l'une des nouveautés de cet épisode que je trouve intéressante, ce sont les reliques. On obtient ces reliques en finissant un niveau en un temps imparti. Autrement dit, c'est du contre-la-montre. Des reliques de saphir, d'or ou de platine sont obtenues en fonction de la rapidité du joueur.
De plus, ces reliques permettent d'accéder à une salle secrète où se trouvent 5 autres niveaux. Je trouve que cette mécanique est trop peu utilisée de nos jours dans le cadre de la rejouabilité. Au lieu de ça, on nous fout des DLC souvent inutiles demandant aux joueurs de repasser à la caisse. Crash Bandicoot 3 est un énorme succès autant critique que commercial. Les graphismes, la bande son et le gameplay frôlent le parfait et la série laisse son empreinte sur l'histoire du jeu vidéo. Il devient même le jeu préféré de votre hôte. Seul ombre au tableau, il se vendra moins que le second épisode. Mais 7,13 millions d'exemplaires reste tout de même un très bon chiffre. Passons maintenant à un de mes jeux de cartes favoris, Crash Team Racing. La production de ce spin-off commença après la finalisation du second épisode. Le moteur du jeu, quant à lui, fut développé alors que le troisième opus était en production. Mais avant toute chose, Naughty Dog voulait savoir si la PlayStation pouvait soutenir des grands circuits. Ils firent donc une réplique du circuit Crescent Island du jeu Diddy Kong Racing sur Nintendo 64. Et les résultats furent probants. Crash Team Racing sortit alors sur PlayStation le 30 septembre 1999 aux USA. Ce que je trouve particulier chez Crash Bandicoot, c'est que chaque jeu fait au moins l'effort de proposer une histoire, même dans un jeu de cartes. Tout va pour le mieux sur l'archipel des îles Boompa. Les personnages de l'univers de Crash s'amusent à faire la course quand une voix se fait entendre. Celle de Nitros Oxide, un extraterrestre se considérant comme le coureur le plus rapide de la galaxie. Celui-ci lance un défi au meilleur pilote de la Terre, l'affronter contre le destin de la planète. S'il gagne, Oxide laissera la Terre tranquille. Mais si l'envahisseur l'emporte, il transformera la planète en parking et réduira la Terre en esclavage. Prépare-toi à la course du destin de ton monde! Tout le monde pense être le plus rapide, mais pour vraiment le savoir, ils organisent un tournoi pour déterminer qui sera le sauveur de la Terre. Même si la copie de Mario Kart était fréquente à l'époque avec Sonic Air et autres Lego Racers, Crash Team Racing arrive à se démarquer de son modèle en proposant des mécaniques qui lui sont propres. Déjà, le système de dérapage turbo en propose 3, dont le dernier est le plus rapide. Il faut d'abord déraper, puis attendre que la jauge aille dans le rouge pour déclencher le turbo. Il inclut également un boost après la chute. Plus celle-ci est grande, plus le boost sera puissant à l'atterrissage. En plus des classiques courses pour la première place, le jeu inclut un mode contre-la-montre et un mode inédit. Il faut trouver les 3 lettres C, T et R et arriver premier avant les 3 tours. Les personnages jouables sont au nombre de 15, dont 8 disponibles dès le départ. Chacun font partie d'un groupe selon leur vitesse, leur accélération et leurs compétences en matière de virage. À titre personnel, je préfère Crash Team Racing à Mario Kart 64 non seulement à cause de ses mécaniques, mais aussi à cause de ses graphismes. À cause du support cartouche, les textures de Mario Kart 64 ne sont pas aussi nettes que celles de Crash Team Racing. De plus, si vous avez regardé ma rétrospective de la série des Mario Kart, vous savez que les personnages sont en fait des sprites en 2D. Dans Crash Team Racing, presque tout est en 3D, et ça donne un véritable effet de perspective. Dans Mario Kart 64, les sprites 2D gâchent un petit peu cet effet. Le jeu a reçu de très bonnes critiques sur tous les points et s'est vendu à 4,79 millions d'exemplaires. Mais malheureusement, derrière ce jeu se cache une bien triste réalité. C'est le dernier jeu Crash Bandicoot que Naughty Dog développa avant de l'abandonner. Pour savoir ce qui s'est passé, je vous invite à regarder la seconde partie de cette rétrospective. Allez, on se quitte sur notre bon vieux Crash qui a envie de danser. Ciao les gamers!